Il existe une forêt dans l'État de l'Utah comptant 47 000 troncs. Vous pourriez vous y promener pendant des heures, passer entre les arbres, les toucher un à un, et vous seriez, pendant tout ce temps, en train de toucher le même être vivant. Non pas 47 000 arbres, un seul. Et celui-ci n'est que le premier de 6 arbres qui existent aujourd'hui, maintenant en différents points de la planète, et qui ont quelque chose en commun. Chacun d'eux brise une règle inscrite dans les manuels de biologie. Ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des récits de voyageurs. Chaque cas a été vérifié, mesuré et publié dans des revues scientifiques. Et chacun laisse, à la fin, une question que la science discute encore. Un arbre, plus ancien que la Grande Pyramide, abattu par erreur pour que l'on puisse compter son âge. Un arbre si vénéneux que la pluie qui ruisselle de ses feuilles brûle quiconque se trouve en dessous. Un arbre qui prend feu de l'intérieur tout en restant vert à l'extérieur. Un arbre si solitaire qu'il était le seul objet dessiné sur la carte d'un continent entier. Et un dernier qui a construit, au fil de 80 millions d'années, la défense la plus parfaite de la nature. Une défense si parfaite qu'elle s'est retournée contre ses propres enfants. La question qui traverse tout ce que vous allez voir est simple et plus troublante qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qui définit le fait d'être vivant? Et qui a décidé où se situent là les frontières? Pour comprendre pourquoi ces 6 arbres comptent, il faut se rappeler une chose que presque personne ne remet en question. La biologie scolaire nous a donné quelques certitudes si élémentaires qu'elles sont devenues des intuitions. Un arbre est un individu, un tronc, une vie. Tout être vivant vieillit et meurt. Une plante ne choisit pas qui s'approche d'elle. Une défense sert à protéger, jamais à détruire celui qui la possède. Ce sont des règles raisonnables. Elles fonctionnent pour presque tout ce qui pousse autour de nous. Le problème commence lorsque la nature, dans des cas rares et documentés, décide de ne pas les suivre. Et quand cela arrive, ce n'est pas dans un laboratoire ni dans une théorie. Cela se produit dans des lieux réels que vous pourriez visiter et que des chercheurs ont passé des décennies à tenter d'expliquer. Commençons par là où la confusion est la plus profonde, par l'arbre qui est, en même temps, une forêt entière. Au centre de l'Utah, près d'un lac appelé Fish Lake, à près de 2700 mètres d'altitude, pousse un bosquet de peupliers faux trembles. Vu de loin, c'est le paysage classique de l'Ouest américain. Des troncs fins et blancs, des feuilles qui frémissent au moindre vent. On dirait une forêt ordinaire comptant des dizaines de milliers d'arbres. Ce n'en est pas une. Les 47 000 troncs jaillissent d'un unique système de racines continu, étendu sous la terre. Chaque tronc n'est pas une plante distincte. C'est une pousse qui s'élève de la même racine génétiquement identique à sa voisine. Coupez un morceau de n'importe quel tronc, en n'importe quel point du bosquet, et le matériel génétique sera le même. Ils sont tous le même organisme. Les scientifiques l'ont baptisé d'un mot latin, pando. La traduction est, approximativement, « je me répands ». Et c'est exactement ce qu'il fait depuis bien trop longtemps pour que notre esprit puisse le suivre. Pando pèse environ 6000 tonnes. C'est le poids de 40 baleines bleues adultes réunies en un seul être. Il couvre près de 43 hectares, quelque chose comme 80 terrains de football, côte à côte, tous reliés par un unique réseau de racines. Il y a un détail qui rend cela encore plus difficile à ignorer. Quand vient l'automne, les 47 000 troncs jaunissent pratiquement en même temps, durant la même semaine, comme si un seul corps actionnait un interrupteur interne. Un signal parcourt les racines et atteint tous les troncs presque d'un coup. Parce que, du point de vue de l'arbre, ce ne sont que les feuilles d'une plante géante et invisible. Les troncs naissent, vivent environ 130 ans, tombent, et la racine en envoie un autre à la place. Ce qui vieillit, sous la terre, ne s'arrête jamais. Et c'est ici que l'histoire cesse d'être seulement curieuse. En octobre 2024,
une équipe dirigée par la chercheuse Rosanne Pinault de l'Université de Chicago a comparé le matériel génétique de plus de 500 points du bosquet. L'estimation d'âge qu'ils ont trouvée va de 16 000 à 80 000 ans. Si le chiffre le plus élevé est correct, Pando se répandait déjà sur le sol de l'Utah lorsque les derniers mammouths arpentaient encore l'Amérique du Nord, avant l'agriculture, avant les premières villes. Ce qui tue un corps pareil, ce n'est pas le temps. C'est quelque chose de bien plus banal. Pando est, peut-être, en train de mourir. Et la cause en sont les cerfs et les wapitis. Les jeunes pousses, fines et succulentes, sont un dessert pour ces animaux. Là où il y avait autrefois des prédateurs qui maintenaient les troupeaux en mouvement, il n'y en a presque plus aujourd'hui. Les animaux mangent les jeunes pousses avant qu'elles ne grandissent, Madikajri. Les troncs anciens meurent de vieillesse et personne ne les remplace. Un organisme qui a traversé des ères géologiques pourrait être lentement consumé, pousse après pousse. Le service forestier des États-Unis a même clôturé certaines parties du bosquet avec des grilles de plus de 2 mètres. À l'intérieur de la clôture, les pousses deviennent des troncs. À l'extérieur, les souches s'accumulent. Pensez à ce que cela signifie. L'être vivant le plus ancien que nous connaissions ne court aucun risque à cause du climat, ni d'une maladie, ni du temps. Il court un risque à cause de 4 sabots. Et cela nous amène à la question qui ouvre le deuxième cas. Si un organisme peut, en pratique, vivre éternellement, en remplaçant indéfiniment ses propres parties, pourquoi presque aucun arbre n'y parvient-il? La réponse la plus célèbre à cette question se trouve sur une montagne du Nevada. Et elle s'accompagne de l'une des histoires les plus difficiles de toute la botanique. 6 août 1964. Wheeler Peak, à l'est du Nevada, près de 3000 mètres d'altitude. Un étudiant en 3e cycle, nommé Donald Curry, de l'Université de Caroline du Nord, travaille sur un versant avec une tarière. Il étudie le climat d'une période froide du passé, et, pour cela, il doit compter les anneaux de croissance de pins très anciens. L'espèce est le pin Bristol Cone, l'une des plus résistantes du monde. Curry avait déjà marqué un arbre d'un code, WPN 114. La tarière se coince. Il essaie de nouveau. Il casse des outils. Et c'est ici que les versions de l'histoire divergent, comme cela arrive souvent avec les épisodes que personne n'a voulu assumer. Dans une version, la tarière était restée prise dans le tronc et la seule façon de la récupérer était d'abattre l'arbre. Dans une autre, le bois tordu ne permettait pas une lecture nette des anneaux, et il a conclu qu'il avait besoin d'une section transversale complète. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Curry a demandé l'autorisation au service forestier et que l'autorisation a été accordée. La tronçonneuse a atteint le centre du tronc. Ce n'est qu'au laboratoire, des jours plus tard, sous une loupe, que Curry a commencé à compter. Les anneaux d'un Bristol Cone sont fins comme des cheveux, parce que l'arbre pousse lentement, peut-être 1 millimètre par an, dans le froid, le vent et la roche. Il a compté. Il a recompté. 4844 anneaux. Plus tard, un autre chercheur à l'Université de l'Arizona a refait le comptage et est arrivé à 4862. Et comme les anneaux les plus internes, à la base, manquaient, l'arbre dépassait probablement les 5000 ans. Cet arbre avait commencé à pousser vers 2900 avant Jésus-Christ. Il était plus vieux que la grande pyramide de Gizeh de quelques 3 siècles. Il était déjà adulte avant l'existence de l'écriture, et il venait d'être abattu pour être compté. Les militants qui connaissaient le lieu avaient déjà donné un nom à cet arbre, des années plus tôt, Prométhée, en hommage au titan qui déroba le feu aux dieux pour le remettre aux hommes. C'était l'organisme non clonal, le plus ancien que l'humanité ait jamais découvert, et personne parmi ceux qui étaient impliqués ne le savait au moment de l'abattre. Le problème, c'est que cette explication, une succession de malchances, des tarières cassées, une décision technique, laisse un malaise qui ne s'est jamais dissipé. Curry n'a presque plus jamais reparlé du sujet pour le reste de sa vie. Il est devenu un professeur de géographie respecté à l'Université de l'Utah
et il est mort en 2004. Quand la nouvelle s'est répandue, certains sont allés jusqu'à qualifier l'épisode d'assassinat au nom de la science. Mais le point le plus intrigant n'est pas la tragédie, c'est ce qu'elle a révélé. Prométhée n'était pas un cas isolé. La même espèce abrite, encore aujourd'hui, dans les montagnes blanches de Californie, un pin appelé Mathusalem, âgé de plus de 4800 ans, mesuré par le dendrochronologue Edmund Schulman en 1957. Après l'histoire de Prométhée, il est devenu clair que tout arbre ancien dont l'emplacement serait révélé pourrait être piétiné, marqué, endommagé. C'est pourquoi le pin, vivant le plus ancien de la Terre, reste aujourd'hui sans plaque, sans sentier, sans indication. Les autorités ne disent tout simplement pas où il se trouve. Remarquez le motif qui commence à apparaître. Dans le premier cas, l'attribut extraordinaire, la quasi-immortalité, n'a pas suffi à protéger l'organisme. Dans le second, c'est l'âge extrême lui-même qui a attiré ce qui l'a détruit. Et ce même motif, celui d'une force qui se retourne contre celui qui la possède, s'approfondit à chaque arbre. Dans le prochain, il apparaît de façon bien plus visible, parce que le troisième arbre ne se défend pas des animaux, il se défend de tout. Sur n'importe quelle plage des Caraïbes, entre Cuba et le Venezuela, vous pouvez trouver un petit arbre aux feuilles brillantes, avec une bande de peinture rouge tracée sur le tronc. La bande ne signifie qu'une chose, ne vous reposez pas ici. Ne vous asseyez pas en dessous, ne touchez pas. L'arbre s'appelle manzanillier. En espagnol, manzanilla de la muerte, la petite pomme de la mort. Le Guinness, le livre des records, le classe comme l'arbre le plus dangereux de la planète. Et la raison en est que, contrairement à ce que la source populaire répète souvent, il n'appartient à aucune famille inoffensive. C'est une euphorbiacée, parente du poinsettia qui décore les maisons à Noël. Sauf portée à un extrême qui semble conçu pour blesser. Toutes les parties de la plante sont vénéneuses, sans exception. La sève est un liquide laiteux qui, au contact de la peau, provoque des cloques en quelques minutes. Et il y a un détail qui rend cela presque incroyable. Quand il pleut, l'eau qui ruisselle sur les feuilles entraîne les molécules toxiques et brûle quiconque se trouve sous la cime. La fumée du bois qui brûle peut irriter les yeux au point de provoquer une cécité temporaire. Le fruit a la taille et l'odeur sucrée d'une petite pomme. Et c'est pour cela que le nom espagnol parle d'une pomme qui rend les chevaux fous. D'où vient une telle concentration de poison dans une seule plante? L'explication scientifique est directe. Le manzanillier produit des esters de forbol, des composés qui détruisent les membranes cellulaires au contact. C'est une arme chimique affinée au cours de millions d'années d'évolution contre les herbivores. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la biologie, parce que quelqu'un a transformé cette arme contre les êtres humains eux-mêmes. Les peuples autochtones des Caraïbes connaissaient la plante bien avant l'arrivée des Européens. Ils recueillaient la sève dans des roseaux creux et en imbibaient les pointes de flèches. Une seule égratignure pouvait mettre un ennemi hors de combat pendant des heures. Les Calusa, en Floride, maîtrisaient si bien la plante qu'ils empoisonnaient les sources d'eau des tribus rivales. Et c'est ici que le mystère naturel rencontre l'histoire documentée. En 1521, le conquistador espagnol Juan Ponce de León était dans sa deuxième expédition en Floride. Lors d'une bataille contre les Calusa, une flèche l'atteignit à la cuisse. Selon le récit qui a traversé les siècles, la pointe portait de la sève de manzanillier. Il fut ramené à Cuba et mourut peu après la blessure. L'homme qui est entré dans l'histoire en cherchant une fontaine de jouvence a peut-être été tué par l'arbre de la mort. Ce même motif, une défense poussée à l'extrême, va réapparaître dans le 6e et dernier arbre, d'une manière que personne n'attendrait. Mais, avant cela, nous devons examiner un cas où la menace ne vient ni de la chimie, ni de l'âge. Elle vient du ciel, et elle se produit à l'intérieur du tronc, là où personne ne voit. Imaginez une tempête nocturne. Un éclair frappe un grand arbre près d'une zone résidentielle. Les gens entendent le fracas, mais ne voient pas de feu. Les feuilles continuent de bruisser au vent. Tout semble normal.
jusqu'au lendemain matin, quand quelqu'un remarque une lueur orangée et constante sortant d'une fente étroite du tronc, comme s'il y avait une fournaise allumée à l'intérieur. L'écorce, à l'extérieur, est intacte. Les branches sont toujours vivantes, et le centre est devenu une colonne de feu et de fumée. Ce n'est pas du surnaturel, c'est de la physique, et cela a été décrit par des spécialistes de la combustion comme Guillermo Rhein, de l'Imperial College de Londres. Un éclair transporte une décharge d'environ 30 000 degrés, 5 fois plus chaude que la surface du Soleil. Un arbre vieux et grand a généralement une cavité interne, ouverte par la pourriture ou par un éclair antérieur. Le courant descend le long de ce bois humide à travers la cavité et l'enflamme en des points précis, tout au fond. Et alors survient le détail que presque personne ne remarque. Par la même ouverture par où le courant est entré, l'air extérieur entre aussi. Le tronc creux se transforme en cheminée. Le courant d'air alimente le feu, qui monte lentement à l'intérieur. À l'extérieur, l'arbre conserve sa forme et sa couleur, parce que la couche vivante juste sous l'écorce peut contenir plus de la moitié de son poids en eau. Cette écorce détrempée fonctionne comme un isolant et ne laisse pas la flamme s'échapper. L'arbre brûle de l'intérieur et paraît vivant de l'extérieur. Les ingénieurs de la sécurité incendie connaissent bien cet effet de cheminée, mais dans un contexte tout à fait différent. Les cages d'ascenseurs et les escaliers étroits accélèrent le feu à la verticale de la même manière. Un tronc creux se comporte comme une cage miniature. Des cas semblables ont été enregistrés par des corps de pompiers dans plusieurs États américains et dans des pays européens. Dans certains récits locaux, des arbres dans ces conditions ont même été surnommés « arbres du diable » à cause de la lueur rougeâtre dans les fentes, tandis que, à l'extérieur, la cime restait verte. Et il y a un avertissement qui vaut pour tous. Il ne faut pas se fier à un tel arbre, même après que la flamme visible a disparu. La combustion lente continue, cachée dans le tronc creux, et peut se rallumer à la première rafale de vent. Si quelque chose peut entrer dans un arbre vivant et brûler de l'intérieur sans qu'on le remarque, une question naturelle se pose. Que peut-il bien se passer d'autre à l'intérieur d'un arbre sans que nous le percevions? Et qu'adviendrait-il d'un arbre qui n'aurait, autour de lui, absolument rien, ni autre arbre, ni ombre, ni témoin? Cet arbre a existé. Et c'est peut-être l'histoire la plus émouvante de cette liste. Nord-est du Niger, la région du Ténéré, au cœur du Sahara. Le 21 mai 1939, le commandant Michel Lezour, d'une mission militaire, arrête sa voiture devant un unique acacia, tout autour jusqu'à l'horizon, rien que du sable et du soleil. Selon les cartes de l'époque, l'arbre le plus proche se trouvait à 400 km de distance, dans n'importe quelle direction. Lezour écrit, dans un récit qui a survécu, qu'il faut voir cet arbre pour croire qu'il existe. Il fut un temps où le Sahara était vert et où des forêts y poussaient. Le climat a tout asséché au fil des millénaires, et cet acacia est resté seul, le dernier d'un bosquet disparu. Comment a-t-il survécu? La réponse est venue quand on a creusé un puits à côté de lui, durant l'hiver 1938. Les racines descendaient de 33 à 36 mètres pour atteindre la nappe phréatique. C'est la profondeur d'un immeuble de 11 étages, mesuré vers le bas. La seule eau de cette région était là, tout au fond, et seul un arbre capable d'étirer une racine de cette longueur avait une chance. Mais l'arbre du Ténéré n'était pas seulement une curiosité botanique, c'était un phare. Les caravanes de sel, les azalaïs, traversèrent le désert entre les oasis d'Agadez et de Bilma, et cet acacia était le dernier point de repère avant une semaine de traversée à travers le vide absolu. Pour les Touaregs, il était intouchable. Personne n'a jamais coupé une de ses branches pour faire du feu, même sans aucun autre arbre sur des centaines de kilomètres. C'était une règle non écrite, respectée par tous, si importante que les cartes Michelin de l'Afrique, dans les années 70, signalaient l'arbre du Ténéré comme le seul objet sur une feuille couvrant une échelle de 1 pour 4 millions. C'est le niveau de détail que l'on réserve normalement à un pays entier.
Et c'est ici que le mystère devient le plus dérangeant, parce que l'explication de la fin de cet arbre est presque insupportable tant elle est banale. Le 8 novembre 1973, un chauffeur de camion, selon les récits prétendument en état d'ivresse, conduisait sur l'ancienne route des caravanes. Autour de lui, 400 kilomètres de sable ouvert, sans le moindre obstacle. Le camion a percuté la seule chose qui se dressait dans toute cette plaine. Le tronc s'est brisé à la racine. L'arbre est tombé. L'acacia qui avait survécu à 300 ans de soleil, de vent et d'isolement total a été abattu par la seule machine qui soit passée près de lui. Les restes ont été emmenés au Musée national du Niger, à Niamey, où ils sont exposés encore aujourd'hui sous un abri qui leur est propre. À l'endroit où ils se dressaient, on a érigé une structure de métal qui rappelle, de loin, un arbre. Un monument de ferraille, dans une mer de sable, marquant le point exact où, pendant des siècles, la vie s'est obstinée, seule. Ce même motif, celui d'une force poussée à la limite qui finit trahie par le monde qui l'entoure, apparaît dans un dernier arbre. Sauf que, cette fois, la trahison ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la propre perfection de l'arbre. Extrême nord de l'Australie, sur la péninsule du Cap York, au-dessus de la canopée de la forêt tropicale, se dresse un grand arbre à la cime large. C'est l'upas, ou anchar, de la même famille que le mûrier. Sa sève laiteuse contient de l'antiarine, une substance qui peut arrêter le cœur d'un mammifère en quelques minutes. Les chasseurs du sud-est asiatique y trempent les pointes de leur sarbacane depuis des milliers d'années. Il a fallu 80 millions d'années d'évolution pour perfectionner cette défense contre tout ce qui tenterait de le manger. Pour un mammifère, il n'y a tout simplement aucun moyen de s'en servir. Et c'est exactement là que le piège se referme. Tous les ans, en novembre, un oiseau au plumage métallique arrive de Nouvelle-Guinée dans le nord de l'Australie. La nuée choisit un oupa élevé et y construit jusqu'à 1000 nids suspendus, pendus comme des poires, groupés comme des grappes de raisin. La colonie s'installe entre novembre et avril, la saison de reproduction. Un biologiste australien, Daniel Natusch, a recensé des colonies utilisant le même arbre pendant plus de 15 années consécutives. Pensez à ce que cet arbre offre à ces oiseaux. Une cime qu'aucun marsupial ne parvient à escalader, qu'aucun serpent grimpeur ne traverse sans risque parce que tout y est poison. La défense la plus parfaite de la forêt est devenue la pouponnière la plus sûre que l'on puisse imaginer. Aucun prédateur n'atteint les nids. Ce qui était une arme contre les mammifères est devenu une forteresse pour les oiseaux. Mais il existe un détail qui rend cette histoire la plus étrange de toutes, et il se trouve au sol. Chaque jour, 1000 oiseaux laissent tous tomber des excréments, des fruits et des oisillons morts. Sous la cime, sur un ovale d'environ 10 mètres sur 14, se forme une tache de sol nue. Une étude de 2016 a mesuré la concentration d'azote et d'ammoniac à cet endroit, si élevée qu'elle brûle toute jeune végétation autour du tronc. Et alors surgit un paradoxe inversé. Des sangliers et des pythons arrivent, attirés par l'abondance de nourriture qui tombe d'en haut. Des coléoptères, des lézards, des oiseaux nocturnes. Le sol empoisonné devient un point de rencontre de la forêt tout entière, un nœud de vie nourri par la mort qui dégoûte de là-haut. Et voici le point le plus intrigant. Ce sol, imbibé de fiente et trop acide, brûle aussi les propres graines de l'upas. L'arbre qui se protège des animaux mieux que n'importe quel voisin ne parvient pas à faire une chose simple, faire pousser ses propres enfants sur le sol en dessous de lui. 80 millions d'années de défense ont donné à l'upas une cime sans ennemis et un sol où sa propre graine meurt. 6 arbres, 6 chemins par lesquels la nature vivante brise les idées que nous tenons pour évidentes. L'âge, l'individualité, la défense, l'environnement. Et, au fond, tous racontent la même histoire. Pando est quasi immortel, et c'est précisément cela qui l'a rendu vulnérable. Prométhée a survécu 5000 ans, et c'est l'âge qui l'a condamné. Le mancenillier et l'upas ont construit des défenses parfaites,
et chacun a payé un prix pour cette perfection. L'acacia du Ténéré a vaincu le désert tout entier, et il a été abattu par la seule machine qui soit passée. N'importe lequel de ces attributs, poussé à l'extrême, peut travailler contre l'organisme même qu'il possède. C'est peut-être là la véritable leçon de ces 6 arbres. La norme que nous avons apprise à l'école n'est pas une loi de l'univers. Ce n'est que la moyenne de ce qui se produit habituellement. Et c'est dans les exceptions, dans ce qui déborde de la moyenne, que la nature nous montre ce dont elle est réellement capable. Mais remarquez une chose, avant de partir. Prométhée, le pin du Nevada, a commencé à pousser vers 2900 avant Jésus-Christ. Quand il n'était qu'une pousse sur le versant, les premiers pharaons n'avaient même pas encore érigé la grande pyramide. Et pourtant, avant cet arbre, avant l'écriture, avant les premières villes, des êtres humains empilaient déjà des pierres gigantesques en des structures qui défient notre chronologie encore aujourd'hui. Si un arbre plus vieux que les pyramides nous paraît déjà impossible, que dire des constructions qui existaient quand cet arbre était encore jeune? C'est le prochain mystère, et il change complètement la façon dont nous regardons notre propre passé.